Bonjour, mon invité aujourd'hui est Rachid Benzine, politologue bien connu, mais qui est aussi romancier, puisque tu viens de publier chez Julliard ce roman, L'homme qui lisait des livres. Est-ce que le roman est une façon différente d'aborder les questions politiques, et là, en l'occurrence, les questions géopolitiques? Absolument, dans la mesure, et on le voit bien, qu'il y a beaucoup de discours idéologiques, que l'analyse conceptuelle, la complexité a du mal à émerger, à la fois dans l'espace public et dans l'espace médiatique. Et on voit tout le processus de déshumanisation qui est à l'œuvre, d'abord par les chiffres, par l'abstraction. Et pour moi, le seul moyen d'humaniser une population, c'est d'abord de raconter une histoire, tout simplement parce que nous, les êtres humains, nous sommes des êtres narratifs et nous sommes les histoires auxquelles nous adhérons. Et ce que la littérature ou l'art, ce que j'appelle cette rhétorique du sensible au service du sens, permet justement de pouvoir créer un espace commun, là où l'analyse, mis à part l'analyse universitaire dans nos amphis et dans nos séminaires le permet, mais en dehors, nos concepts, nos analyses ont de plus en plus de mal à, je dirais, à se faire entendre. Donc le fait d'avoir le récit romanesque, c'est une façon d'amener le lecteur à une réflexion de façon un petit peu subreptice, sans l'apeurer tout de suite par une tonne de savoir et de le faire réagir. Oui, absolument. La littérature est le lieu de l'empathie par excellence, puisque c'est incarné, on raconte l'histoire d'un homme, et la littérature permet l'empathie là où le politique ne le permet plus ou l'interdit. Et on a bien vu que depuis le 7 octobre 2023, il fallait, je dirais, passer par une police de la pensée. Certains qui ont manifesté tout simplement pour soutenir Gaza ont été traités d'antisémites. Les différents ministères de l'Intérieur sont intervenus pour interdire un certain nombre de manifestations. Donc il faut bien trouver un autre espace que l'espace simplement analytique et l'espace du sensible. Cela l'a toujours été d'ailleurs. Et je trouve que c'est important que nous, universitaires, nous puissions aussi aller vers d'autres formes que l'aspect conceptuel. Dans son livre La part d'ange en nous, Steven Pinker dit que parmi les facteurs qui ont fait diminuer la violence, il y a justement le roman, parce que dans un roman, on se met à la place de l'autre et qu'on le voit souffrir et que donc ça augmente la part d'humanité. Absolument, c'est important d'essayer de comprendre l'idée de l'incarnation, l'idée de la sensibilité et se mettre à la place d'eux. C'est-à-dire que lorsqu'on entre dans un roman avec un personnage, nous devenons ce personnage et que la question de l'empathie, elle me semble fondamentale. C'est pour ça que dans le roman, j'ai mis une citation de la philosophe Simone Weil sur la question de l'attention. Elle dit que l'attention est est la forme la plus pure de la générosité. Être attentif à l'autre et elle continue, c'est la citation en disant: «Seul un être prédestiné a la capacité de demander à l'autre quel est donc ton tourment et il ne l'a pas en entrant dans la vie, il lui faut passer par des années de nuit obscures où il erre dans le malheur» et je trouvais ça très intéressant que cette expérience-là, de se dire à l'autre et les uns aux autres: «Quel est donc ton tourment?» Et c'est peut-être ça la place de la littérature, c'est qu'elle nous permet globalement, comme le disait, Paul Ricoeur, de devenir soi-même comme un autre. Sinon, on est dans des postures, et on l'a bien vu aujourd'hui, que beaucoup de particuliers, puisqu'on nous inscrivons tous dans du particulier et que nous visons l'universel, et beaucoup de particuliers est devenu un particularisme. Et à partir du moment où et cela devient un particularisme, c'est le retour de la tribu, c'est le retour du clan, où finalement je suis incapable de me déplacer pour pouvoir écouter la souffrance des autres. Est-ce que tu as l'impression qu'en faisant un roman, tu touches un autre public que les essais que tu as pu publier auparavant? Absolument, c'est-à-dire que le principe du roman, c'est une proposition d'un monde, un sens, et on passe, comme le dit encore Ricoeur, du texte à l'action en passant par l'imagination. C'est-à-dire qu'en fait, l'imagination réouvre la possibilité d'action. Quand on voit aujourd'hui beaucoup de gens qui se sentent fatigués, où ils ont l'impression que, quelles que soient nos actions, on ne peut pas enclencher quelque chose de nouveau sur le réel. Cette impuissance à agir, il faut bien trouver des ressources. Et je dirais que le public de la littérature, pour moi, parfois je retrouve celui de l'essai. C'est-à-dire qu'en fait, en passant par la littérature, ça permet dans les dialogues,
qu'on peut avoir avec le public, d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse géopolitique, politique ou simplement religieuse. Et qu'on a besoin des 2. On a besoin à la fois de cette forme du sensible et on a besoin aussi de la question de l'essai pour conceptualiser, pour théoriser, parce qu'il n'y a pas de possibilité d'action sans d'abord essayer de réfléchir à un paradigme, à une théorie de l'action et surtout tenter de comprendre qu'est-ce qui est en train de nous arriver avec tous ces effondrements. C'est-à-dire que j'aurais pu faire un essai pour montrer l'effondrement du cadre du droit et que l'effondrement du cadre de droit ramène ce processus de la force et qu'il y a toujours, quand arrive la guerre, il y a parfois une impossibilité de penser même l'idée de la force. Et la force fait que chacun d'entre nous peut être réduit à un résidu, à une chose dans l'histoire. Et pourquoi? Parce que tout simplement, la force, quand elle est au service de la barbarie, finit par tout déshumaniser. Donc, soit je peux le dire de manière conceptuelle en faisant appel à des concepts, soit je suis capable de le raconter tout simplement à travers d'abord l'histoire d'un homme. Il s'avère ici que c'est un libraire, un Palestinien, né le 1er janvier 1948, et qui va raconter sa vie de 48 jusqu'à maintenant, les différentes périodes qu'a subi Tu cette tu as région. tu as utilisé l'expression d'une fable inoubliable Mmh. en parlant de ce roman. Oui, en tout cas, c'est l'éditeur qui met cette fable, et on oublie effectivement, c'est l'idée de la fable, mais le titre, L'homme qui lisait des livres est en écho avec, Giono, l'homme qui plantait des arbres, et on voit bien que cet homme-là, justement, face au malheur, face à l'effondrement, face aux ruines, il fait tout simplement ce geste radical, de lire, lire parmi les ruines, lire parmi les bombes, lire quand on a tout perdu. On peut se demander à quoi sert la lecture et l'écriture quand tout est en train de s'effondrer devant nous. Et pourtant, il pose cet acte d'humanité qui est un acte de dignité par excellence. Alors, l'histoire de ce roman, c'est un jeune photographe, français qui va à Gaza, alors même si c'est impossible, c'est la fiction, et il tombe effectivement dans les ruines sur ce libraire, sur cet homme qui tient une boutique, et qui lit un livre et effectivement, il est né en 48, il a connu 67, il a vu 73 et là, il connaît Gaza et il survit par la lecture. Absolument, c'est-à-dire que le photographe, rencontre, ce Palestinien en 2014 et le roman va jusqu'à janvier 2025 parce que 2014, première date de bombardement. Absolument, parce que je voulais sortir de notre rapport à l'immédiateté et ce rapport, de l'actualité, ce diktat de l'actualité qui fait que nous sommes bombardés d'informations, de rapports à l'instantanéité et je ne voulais pas, je dirais, subir cette dictature de l'instant. Je voulais inscrire, d'abord cette histoire en 2014 pour montrer que cela ne date pas d'aujourd'hui et ensuite, lorsque Nabil El-Jaber va raconter, je dirais, son enfance, il naît au moment d'un moment de violence avec la Nakba. Il est né le 1er janvier 48 et il le dit ici, nous sommes tous nés en janvier 1948, il y a 67, il y a 73 et je voulais aborder, je dirais, toutes les phases qu'a connues la Palestine et tout ce rapport de la violence et si ce roman aujourd'hui est en cours de traduction dans 14 pays, c'est parce que je crois qu'il va au-delà de Gaza. Il nous pose à tous la question, c'est comment tenir encore face à la violence, comment tenir encore lorsque tout est en train de s'effondrer et notamment le cadre du droit. Alors, tu mets en avant d'ailleurs qu'il y a 2 temps différents, le temps de la photographie qui est le donc c'est la profession du narrateur, qui est le temps d'immédiateté et le temps du livre qui est le temps beaucoup plus long. Oui, je voulais aborder ces 2 temporalités, en tout cas ces 2 manières, d'aborder le réel et tout simplement parce que j'ai vu que, les images que nous recevons, je dirais dans nos différents fils, Instagram, X et cetera, elles produisent, l'effet inverse de ce que nous souhaiterions. C'est-à-dire qu'elles finissent par nous anesthésier. C'est-à-dire qu'à force de recevoir ces images de violence, il y a quelque chose qui relève de la banalité. Or, ce que, fait la je dirais le texte au moment où, Nabil déploie son histoire, c'est qu'il crée automatiquement la durée. Donc, le récit suppose la durée, contrairement à l'image qui relève d'abord de l'immédiateté, de la spontanéité. Une image toute seule ne raconte absolument rien. Donc il fallait, me semble-t-il, les 2 et le récit permet justement d'être transformé par l'histoire que nous racontons. Tout simplement parce que, et ça je le pense profondément, c'est que nous sommes les textes que nous lisons. Les textes que nous lisons ont un effet
sur nous. Il nous transforme, il transforme notre capacité à penser, il nous transforme même corporellement. Pour avoir étudié les textes religieux, je peux vous dire que les textes religieux, c'est aussi une fabrique de la croyance et des croyants. Donc tous les textes que nous lisons ont un impact social et politique. Tu écris que le livre se situe dans les ruines fumantes de Gaza et les pages jaunies du livre. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on a cet homme-là qui est en train de lire et on se pose la question, est-ce que les mots vont pouvoir le sauver? Est-ce qu'il y croit fondamentalement? Mais c'est pas Johnny, c'est aussi la mémoire du peuple palestinien, c'est aussi l'histoire du peuple palestinien, puisque justement, lorsque le photographe a envie de le prendre, Nabil El-Jaber, le libraire, lui dit justement, ne pensez-vous pas que derrière tout regard, il y a d'abord l'histoire d'un peuple, d'une mémoire? Est-ce que vous êtes prêt à écouter cela? Et c'est très important, on a la poésie de Mahmoud Darwish, on a, je dirais, Hamlet, Primo Levi aussi, qui est Primo très... Levi, etc. Ça, c'est pour le fait de garder l'espoir. Absolument, c'est-à-dire que lorsque Nabil Ajaber va se retrouver en prison durant 20 ans, il dit que les mots au moment où il subit toute une destruction de sa famille, il dit que les mots de Primo Levi je dirais, l'ont sauvé, dans la mesure où Primo Levi arrive à mettre des mots même sur l'indicible et sur la nécessité de mettre des mots. Pourquoi il y a cette nécessité de mettre des mots? C'est pour dire justement que l'horreur et la mort n'a pas le dernier mot. Et déjà témoigner, c'est déjà résister. Est-ce que par le roman, on peut parler de Gaza avec, en échappant plus facilement à l'accusation d'antisémitisme? Je ne sais pas si on peut y échapper, mais en tout cas, on propose un autre chemin qui est celui de l'incarnation, de l'empathie, de l'attention. Je veux dire, quand on écrit aujourd'hui sur Gaza, c'est pas innocent. Il y a des prises de position, il y a des prises de position qui sont réelles, mais pour moi, ça aurait été encore beaucoup plus difficile de rester dans le silence. Mmh. Comment tu évalues, comment te le choc sur la bon, tu es politologue, tu es de Trappes, tu connais très bien la société française. Quel est, selon toi, l'impact de cette guerre sur notre société? Il y a 2 choses qui se jouent dans notre société et au-delà, c'est-à-dire qu'il y a à la fois, je dirais, la réactivation de la Shoah qui est très importante, la peur, de nos concitoyens de confession juive qu'il faut savoir entendre, voilà. Et puis il y a, un autre mal, du siècle, aussi français qui était très important, c'est celui de la colonisation. Et donc on a ces 2 mots qui viennent, à travers Gaza, percuter quelque chose qui est fondamental, me semble-t-il, dans la société française. Et en même temps, j'ai envie de dire que, même si j'aime pas ce mot-là, c'est que, en France, nous avons la plus grande communauté juive d'Europe et la plus grande communauté musulmane d'Europe, même si je n'aime pas ça. Et ça se passe pas si mal que ça, contrairement, à d'autres pays, en Europe. Et donc il y a Pourtant, les responsables de la communauté juive disent qu'il y a un développement d'antisémitisme, et que, c'est un problème. oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de proportion, Mmh. par rapport à la Hollande, par rapport, à l'Angleterre, on a une société qui tient et je pense qu'il faut absolument aussi le rappeler. Il faut lutter encore contre l'antisémitisme et c'est très important de pouvoir le faire, mais il faut aussi que certaines voix qui ont été invisibilisées, notamment des voix palestiniennes ou simplement un autre narratif puissent exister. Tout simplement parce que dans la société, il y a ce que j'appelle la C'est pas tout à fait le cas quand même. On voit bien que ceux qui s'expriment en faveur de la Palestine sont quand même plutôt marginalisés et qu'il y a une parole, disons, pro-israélienne qui est plus communément admise. Mais c'est pour cela qu'il faut mener encore ce combat dans ce que j'appelle cette guerre des récits, pour que tous les récits puissent exister et organiser, me semble-t-il, ce débat. Il n'y a rien de pire dans une société que de priver la liberté d'expression et que de priver la complexité du réel. Et en fait, sinon, nous allons avoir une espèce de concurrence victimaire, et c'est la concurrence victimaire qui va, je dirais, faire des actes anti-musulmans ou des actes, je dirais, antisémites. Mais est-ce que l'un des problèmes, c'est que le débat n'est plus possible entre gens qui ne sont pas d'accord sur ce sujet? Toi, tu as fait il y a maintenant un an et demi, un livre avec la rabbine Delphine Horviller, mais c'est très rare d'avoir des gens qui acceptent de parler. On voit très bien que très souvent, le débat ou le contact n'est plus possible. Bah, disons que c'est déjà la polarisation de la société bien avant le 7 octobre 2023 qui créait déjà, je dirais, cette difficulté de pouvoir, débattre, sans anathème, sans insulter et donc je dirais
que ce qui se passe à Gaza n'a fait qu'amplifier un malaise que nous avions déjà, qui était lié parfois vis-à-vis d'un désamour, parfois qui va jusqu'à un divorce pour certains vis-à-vis de la République. Et tout ça, ce sont des dénis de reconnaissance. Voilà. Et à partir de là, il faut que nous puissions trouver d'autres espaces et d'autres chemins pour pouvoir quand même continuer à pouvoir se parler et amener le débat. Moi, je le fais depuis 2015 parce que je me suis rendu compte au moment même, je dirais, du Bataclan, il y avait déjà une impossibilité à analyser. Rappelle-toi, le Premier ministre Valls disait que expliquer, c'était excuser. Or, nous, dans les sciences humaines, c'est d'abord expliquer, c'est pour mieux comprendre. Mmh. Et on voit bien que les discours politiques et que parfois certains sur Twitter n'ont pas envie de ce débat. Mais pourtant, nous n'avons pas d'autre possibilité que de continuer à nous battre et à amener de la complexité, tout en essayant de trouver d'autres formes pour permettre cette intelligence collective dans l'espace français. Tu fais partie des quelques intellectuels, musulmans ou considérés comme tels, qui ont été consultés par le président de la République, avant son geste de reconnaissance de la Palestine. Il avait également, très largement consulté, des figures, juives de France. Qu'est-ce que tu en retires? Et est-ce que aussi, c'est pas d'une certaine façon admettre une sorte de communautarisation de la politique internationale? Je pense que le président de la République a toujours rencontré des personnes de la société civile. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises sur tout mon travail sur la notion de la reconnaissance. Lui qui a travaillé sur Paul Ricoeur et moi aussi, notamment sur Parcours de la reconnaissance ou d'autres ouvrages. Nous avons eu à un moment, je dirais, la possibilité de pouvoir échanger sur les dénis de reconnaissance entre les institutions et les citoyens et ce que ça produit comme impuissance à changer la réalité. Et en face, le développement de discours virilistes qui prétendent redonner de la puissance aux gens. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il rencontre des gens, c'est-à-dire que lorsque moi j'y vais pas d'abord en tant que représentant des musulmans, parce qu'il y avait, je dirais, les gens d'un point de vue religieux, il rencontre les ministères du culte. Mmh. C'est pas, je veux dire, c'est pas moi Ouais. qui vais discuter avec lui Mmh. je dirais, de théologie. C'est simplement pour essayer de comprendre quelques sensibilités, parce qu'il y avait un certain nombre de journalistes aussi qui étaient là, qui sont de culture ou pas de musulmane, peu importe. Mais c'était très important de pouvoir simplement discuter de ce qui se passe dans la manière dont c'est vécu aujourd'hui, à partir de notre point de vue qui est aussi limité. Et il nous a expliqué ce qu'il allait dire à l'ONU. Mmh. Est-ce que tu as le sentiment qu'au-delà de cette reconnaissance à la Palestine, il n'y a pas une sorte de contradiction entre une diplomatie française qui se veut de nouveau offensive sur la question et une politique intérieure qui est plutôt à réprimer les manifestations de solidarité avec la Palestine? Bah, c'est le problème que nous avons en France, c'est-à-dire l'adéquation entre nos principes et la réalité, et ça date pas d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut constamment rappeler cet écart entre ce que nous disons, ce que nous voulons, nos valeurs, et ce que nous faisons. Et ça, c'est le travail, me semble-t-il, de la société civile, d'amener les politiques à avoir cette adéquation. De toute façon, je veux dire, pour changer les choses, nous sommes obligés d'être dans des rapports de force. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement sans des rapports de force. Maintenant, c'est toute la question, c'est comment nous allons organiser ces rapports de force dans l'espace public pour ne pas ajouter du malheur au malheur. Mmh. C'est ça la vraie question. Et que nous devons réfléchir sur notre manière d'agir pour apaiser davantage la société. Parce que si nous n'arrivons pas à apaiser la société, c'est l'extrême droite qui va se saisir de cela. Donc nous avons aussi une responsabilité, je dirais, politique et éthique dans la manière dont nous intervenons dans l'espace public. Tu connais bien la jeunesse, tu es souvent en contact avec elle, avec les jeunes. Est-ce que, parmi les causes de l'antisémitisme, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce sentiment d'un deux poids, deux mesures dans la lutte contre différentes formes de racisme? Et est-ce que le fait que les médias ou les pouvoirs publics soient plus sensibles ou plus réactifs, aux gestes d'antisémitisme que de racisme anti-musulman, pour ne pas parler d'islamophobie, n'est pas, est-ce que tu penses que c'est vrai d'une part? Et si c'est vrai, est-ce que c'est un problème? Je ne pense pas qu'il y ait une adéquation ou une concordance entre le sentiment de ne pas être considéré comme les autres citoyens et les actes antisémites. Beaucoup d'actes antisémites sont aussi, je dirais, le produit je dirais, de pays étrangers qui rentrent en France pour pouvoir la déstabiliser. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, il y a effectivement, qu'il peut y avoir ce sentiment
que lorsqu'on est français de confession musulmane, nous ne sommes pas arrimés aux mêmes principes et aux mêmes valeurs que, je dirais, nos concitoyens de confession juive. Et je dirais, cette concurrence victimaire, quelque part, peut produire des ruptures dans la société française. Et c'est pour ça que je pense que à un moment, il va falloir créer une instance de lutte contre les actes anti-musulmans et contre la haine anti-musulman. C'est-à-dire que ça me semble fondamental aujourd'hui de pouvoir le faire tout simplement pour dire que la France protège l'ensemble de ses citoyens pour justement sortir de cette concurrence victimaire. Et ce serait bien aussi qu'il y ait, que les musulmans ne s'occupent pas que des actes anti-musulmans et que nos amis juifs ne s'occupent pas uniquement des actes antisémites. Moi, je rêverais d'une association, allons-y, de culture ou de confession musulmane qui lutte contre l'antisémitisme. J'aimerais avoir une association de culture juive Ça, qui c'est lutte. normalement les structures comme Ligue des droits de l'homme, MRAP, qui sont universalistes. Oui, mais je pense qu'il nous faut aujourd'hui quelque chose de beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il nous faut des actes de transgression pour bouleverser l'imaginaire et l'imagination. Parce que, par exemple, certains ont reproché au président de la République de n'être pas allé à la manifestation contre l'antisémitisme, et d'autres ont regretté que cette manifestation ne soit que contre l'antisémitisme et pas contre toutes les formes de racisme. Vous savez, quand on fait une manifestation, on vous reprochera toujours de ne pas avoir fait ceci, de ne pas avoir fait cela. La reconnaissance de la Palestine, elle vient trop tard, pour certains, elle vient trop tôt. C'est-à-dire, il n'y a pas de prise de position sans créer, je dirais, de la discussion, du conflit, de la polémique. Par contre, ce qui est très important, c'est penser à poser des actes qui nous semblent justes. Est-ce que tu es inquiet par rapport est-ce que tu as le sentiment que ces Françaises de plus en plus fracturées, notamment, sur la question, mais pas seulement sur le conflit israélo-palestinien? Et est-ce qu'il n'y a pas en fait on dit toujours qu'il faut éviter l'importation, mais ce conflit est en réalité importé depuis longtemps. Oui, mais au-delà, il vient encore, renforcer les fractures qui étaient déjà là. Mmh. Moi, ce que je trouve inquiétant, pas simplement dans la société française, mais ailleurs, c'est un effondrement du cadre, le cadre du droit et des libertés. Et c'est ça le problème. Et j'ai envie de dire, et ça je l'avais vu sur un travail sur le terrain, sur la question de la reconnaissance, sur ce sentiment d'impuissance à changer la réalité qui fait que des gens commencent à entrer dans la sidération, dans la panique et une demande sécuritaire, et plus les discours populistes que nous pouvons entendre, c'est que quel que soit le niveau de prestation que l'on va mettre, quel que soit le niveau de subvention qu'on va mettre, nous n'y arriverons pas parce que tout simplement, il va falloir redéfinir un nouveau cadre. Et comme par le passé, des cadres se sont effondrés et on a reconstruit un nouveau cadre. Moi, ce que je pense, c'est que le nouveau cadre que nous devons mettre en place, c'est un cadre des obligations. Pas au sens, je dirais, utilitaire, vous avez des devoirs et des droits, c'est pas cela. C'est que l'être humain, de par sa vulnérabilité, c'est un être d'obligation. C'est parce que j'ai des obligations envers les autres que les autres peuvent avoir des droits et vice-versa. Et qu'une famille, qu'une société ne peut, je dirais, vivre que si nous avons des obligations les uns envers les autres, comme le débat que nous avons aujourd'hui sur les impôts, qui pour moi relève d'abord d'une obligation. Et essayer d'imaginer une liberté sans obligation. Essayer d'imaginer une égalité sans obligation et la fraternité est le lieu même de la question de l'obligation. Ce qui fait que le socle de la République, c'est d'abord cette obligation qui passe par cette idée de la fraternité ou de la sororité, peu importe, des citoyens. Merci Rachid Benzine, je renvoie à la lecture de ton roman L'homme qui lisait des livres, qui vient de paraître aux éditions Julliard. Merci.